La France appelle à la libération de ces 7 ressortissants détenus en Iran. Selon Paris, ils sont otages de la République islamique. Parmi eux, l'enseignante Cécile Collère et son compagnon, Jacques Paris, la chercheuse Fariba Adelkhah ou encore Benjamin Brière, condamné pour espionnage. La Belgique, de son côté, demande à tous ces ressortissants de quitter l'Iran alors qu'un humanitaire belge, Olivier Van de Castel, vient d'être condamné à 28 ans de prison. Avec nous ce soir sur ce plateau, Jean-François Bayard, merci et bienvenue sur TV5. Vous êtes coordinateur du comité de soutien à Fariba Adelkhah, que je viens de citer. Vous êtes professeur à l'IHEID de Genève, l'Institut des hautes études internationales et du développement. Olivier Van Sterteghem, merci d'être avec nous en direct de la Belgique. Vous êtes le porte-parole de la famille de l'humanitaire belge Olivier Van de Castel, dont je viens de parler également. Il est détenu à l'isolement en Iran depuis février. C'est votre meilleur ami. Commençons par des nouvelles justement de cet homme. Quel est son état de santé physique et psychologique ? Les dernières nouvelles remontent au 28 novembre dernier, date à laquelle l'ambassadeur de Belgique en Iran a eu l'occasion de rencontrer Olivier Van de Castel pour la 4e fois en 10 mois de détention. Les nouvelles sont mauvaises. Olivier Van de Castel est à l'isolement, il est malade, il souffre de problèmes gastriques, dentaires, il a perdu les ongles de ses pieds, il a perdu énormément de poids, plus de 20 kilos à date, et son état psychologique s'en ressent grandement du fait de son isolement qui ne... Il poursuit sa grève de la faim, entamée il y a un mois. En tout cas, le 28 novembre, il avait confirmé qu'il poursuivait cette grève de la faim. Depuis lors, on n'a pas de nouvelles. Jean-François Bayard, même question si je puis dire concernant Fariba Adelkhah, chercheuse bien connue en France. Alors elle avait d'abord été arrêtée, puis relâchée et à nouveau emprisonnée le 12 janvier dernier. Ça va faire un an à la prison tristement célèbre d'Evin. Comment va-t-elle ? Nous n'avons pas de nouvelles directes puisque Fariba Adelkhah ne bénéficie pas de visite consulaire, bien qu'elle soit citoyenne française, sous le prétexte qu'elle est également citoyenne iranienne. Nous n'avons que des nouvelles indirectes, très éparses. Nous savons qu'elle est extrêmement combattante. Mais vous êtes inquiet ? Bien sûr, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets parce que la prison est surpeuplée pour les raisons que nous connaissons. Son suivi médical laisse à désirer. À tout moment, comme n'importe quel otage, elle peut contracter le Covid. Vous dites pour des raisons que l'on connaît, vous parlez du mouvement de contestation actuellement qui secoue l'Iran, ça n'arrange pas la situation. Alors en réalité, il semblerait que les détenus, les personnes arrêtées depuis quelques semaines ou depuis quelques mois lors de cette grande mobilisation en Iran, ne soient pas encore dans les quartiers ordinaires de la prison d'Evin, où Fariba Adelkhah est elle-même détenue. Mais nombre d'arrestations ont eu lieu avant ces manifestations, et puis il y a un effet d'engorgement. Donc nous savons qu'il y a surpeuplement. Je disais, la France appelle à la libération des ressortissants, elle appelle à la libération des otages français, ils sont 7 selon Paris. Otages, c'est un mot que vous reprenez comme d'autres ONG Nous le reprenons maintenant. Au début, nous parlions de prisonnière scientifique à propos de Fariba Adelkhah, et elle demeure une prisonnière scientifique, mais dans la mesure où ces cas se sont... scientifique parce que ses travaux dérangeaient le pouvoir iranien ? Elle a été arrêtée pour des raisons, pour des motivations strictement politiques, mais son dossier est naturellement politiquement complètement vide, parce qu'elle n'a jamais été une activiste politique. Donc les seules choses que l'on puisse, entre guillemets, lui reprocher, ce sont ses travaux universitaires, qui sont strictement scientifiques, qui sont publiés en français, en anglais, et pour certains d'entre eux, en persan. Donc, prisonnière scientifique. Mais quand on dit otage, est-ce que vous diriez du coup qu'ils sont sacrifiés sur l'autel des relations internationales et à ce dossier du nucléaire iranien ? Joe Biden a déclaré d'ailleurs hier qu'il considérait l'accord sur le nucléaire comme définitivement mort. En tout cas, il a dit qu'il était mort. C'est ça, en fait, ce sont une monnaie d'échange, c'est terrible pour l'Iran ? C'est désormais évident. C'est évident, puisque les cas se sont multipliés et que les Iraniens, enfin la diplomatie iranienne, ne cache pas qu'il s'agit de négociations, mais des négociations dont nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants. Nous ne savons pas exactement ce que demandent les Iraniens. Sans doute, et c'est probablement le cas de la Belgique, la libération ou l'échange d'un diplomate qui a été arrêté la main dans le sac de la préparation d'un acte terroriste. Mais il y a sans doute d'autres enjeux. Rien ne dit que, par exemple, Fariba Adelkhah soit l'objet d'une négociation de cet ordre. On ne sait pas exactement si les preneurs d'otages veulent améliorer leur position dans les négociations en cours ou les saboter. Et vous allez nous dire si vous estimez que la France fait son maximum. En tout cas, la Belgique, elle, Olivier Van Sterteghem, elle a tenté le maximum. Je
vais m'expliquer et vous allez nous dire quel est votre ressenti. Lorsqu'on a pris la condamnation la semaine dernière à 28 ans de prison, il y a eu stupeur pour les proches et vous notamment. Mais c'est qu'en fait, la Belgique avait trouvé un accord avec l'Iran. Il y avait un traité belgo-iranien pour qu'il y ait un échange entre un homme, un Iranien, un diplomate accusé de terrorisme et actuellement en prison en Belgique. Et donc, votre ami Olivier Van de Castel, mais la Cour constitutionnelle de Belgique a refusé cette extradition du ressortissant iranien parce que des opposants en exil en Belgique le lui avaient demandé. Comment qualifiez-vous cette décision de la Cour de Belgique ? Tout d'abord, il faut savoir en effet que la Belgique avait pris un autre chemin que ce que d'autres pays occidentaux font pour tenter de libérer les otages qui sont détenus en Iran. La Belgique avait décidé de passer par la voie, je dirais, parlementaire, en mettant en place un traité de transfèrement tel qu'il en existe déjà 74 différents entre la Belgique et différents pays, la Chine, j'en passe, et d'autres. Mais elle vous choque cette décision de la Cour constitutionnelle ? Traité de transfèrement. Elle est extrêmement surprenante en tout cas, elle est choquante parce qu'elle ne prend en compte que le droit des victimes, en l'occurrence le Conseil national de résistance iranien qui est basé à Londres, et ne prend pas du tout en compte l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à Olivier Van der Castel à avoir un procès juste, équitable et sans torture. Donc c'est vrai qu'on était extrêmement surpris parce que non seulement la Cour constitutionnelle a pris position pour une des parties mais pas pour l'autre, mais également parce que ça met en péril l'ensemble des 74 autres traités de transfèrement qui existent entre la Belgique et d'autres pays, et donc ça met à mal toutes les relations bilatérales que la Belgique aurait pu créer dans ce cadre. Mais pour vous, elle serait responsable, ce que l'on ne souhaite pas, au cas où cela tourne très mal pour votre ami, pour Olivier Van de Castel, elle serait responsable, la Cour constitutionnelle belge, de l'avenir que pourrait connaître votre ami ? Très clairement, c'est la responsabilité qu'il porte aujourd'hui. Malheureusement, quand on négocie avec des preneurs d'otages, on doit toujours se salir les mains, on doit toujours à un moment faire une concession qui est difficile. Je rappelle malgré tout que les États-Unis d'Amérique, ils ont libéré au bout de 2 mois de détention leur basketteuse qui était détenue en Russie contre un trafiquant d'armes condamné à 25 ans de prison. Victor Bout pour ne pas le nommer. Eux, ils font de tels échanges. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est belgo-belge en quelque sorte, et c'est dans les mains des juges de la Cour constitutionnelle de se prononcer quant à leur volonté ou non de voir Olivier Van de Castel. Non, il n'y a pas de plan B. On a rencontré donc le Premier ministre belge, le ministre de la Justice et des Affaires étrangères il y a de ça une semaine. Ils ont clairement confirmé qu'il n'y avait pas de plan B aujourd'hui en Belgique, si ce n'est ce traité de transfèrement. Jean-François Bayard, il faut avoir aussi, c'est terrible de parler comme ça, mais il faut avoir de quoi monnayer. Est-ce que la France, d'abord, est-ce qu'elle peut se permettre de le faire? Est-ce qu'il y a des cas? Comment la France fait, au fond, contrairement à la Belgique? Par définition, nous ne le savons pas, parce que la France, traditionnellement, prend un chemin plus opaque, plus discret. Nous n'avons aucun jugement sur ce point. Simplement, nous constatons 2 choses. La première, c'est que progressivement, la question des otages est reléguée au second plan. Nous avons été très choqués que le président Macron, recevant une délégation de femmes iraniennes et répondantes à France Inter, à aucun moment, spontanément, ni même d'ailleurs en réponse à une éventuelle question de vos collègues, n'ait évoqué la question des 7 otages français en Iran. Et puis deuxièmement, nous constatons que la démarche adoptée n'a pas obtenu de grands résultats, puisqu'un seul otage français a été libéré, Roland Marshall, 6 mois après son arrestation. Il a été échangé le 20 mars 2020. Depuis, non seulement échangé contre un agent iranien qui avait été arrêté à l'aéroport de Nice. Fariba Adelra n'a pas été libéré, et entre-temps, de nouveaux otages français ont été pris. Donc ce qui nous semble nécessaire maintenant de faire, c'est qu'il y ait une démarche européenne, que les pays européens fassent front commun, parce que de fait, ils obtiennent moins de résultats que les États-Unis, alors même que les États-Unis sont supposés être le grand Satan et non pas de représentation diplomatique à Téhéran. Ouais. Donc nous demandons une concertation européenne et pour constituer un front uni et faire pression de manière plus efficace sur l'Iran. Précisons que ce sont souvent, je l'ai dit tout à l'heure, des binationaux, ce qui n'est pas le cas d'Olivier Van de Castel, Olivier Van Stertegem. Il n'est pas binational, votre client. Comment réagit l'opinion publique belge? Est-ce que vous comptez sur un soutien populaire pour faire pencher la balance? C'est vrai que l'affaire paraît quand même étonnante.
C'est clairement ce qu'on a mis en œuvre maintenant depuis quelques semaines, avec notamment le soutien d'Amnesty International, également en appelant aux instances onusiennes qui sont en train de travailler sur le dossier d'Olivier Van de Castell, qui est effectivement belgo-belge. Je pense qu'il va falloir en effet avoir un fort soutien populaire pour que le gouvernement belge ait le courage, en quelque sorte, de prendre les actions qu'il va falloir prendre de telle manière à pouvoir libérer Olivier Van de Castell prochainement. C'est sa vie qui est en jeu pour le moment. Mais concrètement, comment ça va se passer pour vous ces prochains jours, ces prochaines semaines? Alors, il y a deux actions principales. En fait, il y a toutes les actions concernant la société civile, avec des manifestations, avec la pétition qui a été lancée par Amnesty International et une pétition que nous-mêmes avions lancée précédemment, des manifestations dans toutes les villes belges, de la présence médiatique également. Mais en même temps, il faut que nous travaillions. Nous sommes une petite famille, quelques proches. On doit travailler avec nos avocats actuellement, que pour également répondre à la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle a seulement suspendu le traité jusqu'à présent, avant de se prononcer sur le fond d'ici fin février. Donc il faut qu'on travaille ardemment sur ce côté-là, parce qu'on sait que même si les chances sont faibles que la Cour constitutionnelle se dédise, en quelque sorte, il faut qu'on apporte plus d'éléments juridiques, de telle manière à ce que la Cour constitutionnelle puisse prendre en compte le droit à la vie d'Olivier Van de Castell. Juste un petit mot sur la réaction de ces opposants qui ont saisi la Cour constitutionnelle de Belgique. Quand ils ont appris la condamnation à 28 ans de prison, est-ce qu'ils ont réagi publiquement en Belgique? Est-ce qu'ils culpabilisent ou est-ce qu'ils ne changent pas de ligne et restent droit dans leurs bottes? Non, on est plutôt dans le fort contentement. Je vous rappelle que c'est le CNRI et Ingrid de Bettencourt qui se sont donc opposés notamment à ce traité de transfèrement. Et non, il y a plutôt de l'ordre du contentement en disant, ben voilà, ce terroriste qui aurait potentiellement pu commettre un attentat va rester. Donc nous, le droit des victimes, des potentiels... Oui, également, parce qu'en fait, toute l'histoire remonte à quelques années, qui a été otage, mais en fait Ingrid Bettencourt devait être présente au rassemblement à Villepinte à Paris où cet attentat devait avoir lieu, mais ce sont les services belges qui ont arrêté le diplomate iranien en question en Belgique, et donc il a été jugé en Belgique à ce là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et pour toutes ces précisions. Merci à vous également, Jean-François Bayer. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On aura l'occasion, bien entendu, de suivre ces affaires donc, qui concernent des ressortissants occidentaux détenus ou emprisonnés en Iran ou interdits de quitter le territoire iranien.